Imagine que tu tiens dans ta main une bille en métal de la taille d'un pamplemousse. Elle est lourde, presque comme un poids de sport, chaude au toucher, comme si elle était vivante. Et ce petit morceau de métal inoffensif, qui tient dans la paume, est capable de raser une ville entière. Une bille de 5 kilos. Et attention, une énergie équivalente à l'explosion de 15 000 tonnes d'explosifs. Comment est-ce possible? Comment un si petit morceau de matière peut-il contenir une telle puissance destructrice? Que se passe-t-il à l'intérieur d'un atome dans les microsecondes où une bombe nucléaire explose? Et pourquoi les scientifiques qui l'ont créé ont-ils pleuré en voyant la première explosion? Aujourd'hui, on va tout démêler. Tu sais ce qui est étonnant? Les armes nucléaires existent depuis plus de 80 ans. Tout le monde en a entendu parler. Films, livres, politiques qui s'affrontent à la télé. Mais si tu sors dans la rue maintenant et que tu demandes à quelqu'un au hasard comment fonctionne une bombe atomique au fond, il va hésiter. Ben, des atomes se divisent, boum, voilà. Et tu sais quoi? Je ne lui en veux pas. À l'école, on m'a enseigné ce sujet aussi. Je me souviens que le prof de physique a passé 10 minutes à parler de l'énergie de liaison des nucléons. Il dessinait des trucs au tableau et toute la classe regardait le plafond. J'ai vraiment essayé de comprendre. J'y arrivais pas. Et c'est seulement 15 ans plus tard, quand je suis tombé par hasard sur un livre, La bombe, de Richard Rod, que tout s'est mis en place dans ma tête. Et j'ai pensé, mais c'est l'une des plus belles histoires de la physique qui soit. Simplement, on la raconte d'habitude de façon à endormir n'importe qui. Alors aujourd'hui, j'essaye autrement, sans formule au tableau, sans ennui. Et je le dis d'entrée, comprendre le principe de la bombe atomique, ce n'est pas apprendre à en fabriquer une. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de mode d'emploi ici. C'est pour comprendre l'une des choses les plus fondamentales de l'univers. Où est cachée l'énergie? Celle qui fait briller les étoiles. Celle qui est aussi en toi d'ailleurs. Bon, commençons par les bases. Si tu t'en souviens de l'école, patience une minute. Si tu as oublié, parfait. Enfin, une explication correcte. Tout ce qui t'entoure est fait d'atomes. La table, le café dans ta tasse, ton chat qui dort probablement sur le clavier. Toi aussi. Les atomes sont de minuscules briques de matière. Tellement minuscules que dans une seule goutte d'eau, il y en a environ 1 milliard de milliards de milliards. C'est un 1 suivi de 20 et un 0. Pour que tu sentes l'échelle, si chaque atome avait la taille d'un petit pois, cette seule goutte d'eau couvrirait toute la Terre sur plusieurs kilomètres de hauteur. Une seule goutte, tu imagines? Mais le plus fascinant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Imagine un grand stade de foot, disons 50 000 places. Au centre du terrain, il y a un petit pois. Ce petit pois, c'est le noyau de l'atome. Tout le reste du stade, c'est du vide, dans lequel des électrons tourbillonnent. Et encore, ils ne sont même pas comme des petits pois, plutôt comme des grains de poussière qui volent quelque part dans les tribunes du haut. Autrement dit, un atome est presque entièrement vide. Surprenant, non? Quand tu poses la main sur une table, tu ne touches pas vraiment la matière. Tu butes contre les champs électriques des électrons. La table ne laisse pas passer ta main, non pas parce qu'elle est dense, mais parce que ces électrons repoussent ceux de ta main. Si on coupait soudainement cette répulsion, tu traverserais la table comme du brouillard. Une pensée inquiétante, non? Mais ce ne sont pas les électrons qui nous intéressent ici. C'est ce petit poids au centre, le noyau. Le noyau est composé de deux types de particules. Les protons, chargés positivement, et les neutrons, neutres, sans charge, d'où leur nom. Ces particules sont collées en un bloc dense au centre de l'atome. Et c'est là que ça devient étrange. Les protons ont tous une charge positive, et des charges identiques se repoussent, tu t'en souviens. C'est comme essayer de coller ensemble deux aimants par leurs pôles identiques. Ils se repoussent violemment. Alors pourquoi le noyau ne se désintègre-t-il pas? Qu'est-ce qui maintient les protons ensemble? Ce qui les retient, c'est ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte. C'est l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, et elle est 100 fois plus puissante que la répulsion électromagnétique. 100 fois. Mais elle a un inconvénient. Elle ne fonctionne qu'à des distances infimes, littéralement à l'échelle du noyau. Un peu plus loin, elle disparaît. Retiens ça, ça nous sera utile. Parlons maintenant de l'uranium, le héros de notre histoire. L'uranium est un métal lourd, gris argenté. Un morceau d'uranium pur ressemble à de l'argent un peu terne, absolument banal à regarder. J'en ai vu un morceau dans un musée une fois. Il était posé sous verre, et sans l'étiquette, tu serais passé devant sans t'arrêter. Dans la nature, l'uranium existe sous plusieurs formes qu'on appelle isotopes. Qu'est-ce que c'est? Le nombre de protons dans un noyau détermine de quel élément il s'agit. L'uranium a toujours 92 protons. C'est sa carte d'identité. 92 protons, c'est de l'uranium.
91, c'est du protactinium, quelque chose de complètement différent. Mais le nombre de neutrons peut varier, et ça change les propriétés de l'atome. L'uranium naturel a deux isotopes principaux. Le premier, l'uranium 238, 92 protons et 146 neutrons. La somme donne 238, d'où le nom. Le second, l'uranium 235. Même 92 protons, mais 3 neutrons de moins, soit 143. La somme donne 235. Ça semble anodin, non? 3 neutrons de différence. Mais ces 3 neutrons changent absolument tout. L'uranium 238 est stable, tranquille, paresseux. Il reste dans le sol pendant des milliards d'années et ne fait presque rien. L'uranium 235, lui, est nerveux, instable. Son noyau semble tenir à peine. Un petit choc suffit et il se désintègre. Un peu comme ce collègue qui paraît normal le lundi matin, mais s'effondre au moindre mot de travers. Et tu sais quelle est la contrainte? Dans l'uranium naturel, l'uranium 235 ne représente que 0,7%, moins d'1%. Le reste, c'est le banal 238. Pour fabriquer une bombe, il faut séparer ce rare 235 du commun 238. Sauf qu'ils sont chimiquement identiques. Absolument identiques. Ils ne se distinguent que par une infime différence de masse. C'est comme si tu devais trier, dans un seau de billes en apparence identique, celle qui pèse un demi-gramme de plus. Atome par atome, des milliards de fois. Pour ça, on construit des usines entières avec des milliers de centrifugeuses qui tournent pendant des années. Des années. Tiens, un fait qui m'avait frappé à l'époque. La première installation industrielle d'enrichissement d'uranium au monde, le complexe K25 à Oak Ridge, aux États-Unis, était tellement immense qu'au moment de sa construction en 1945, c'était le plus grand bâtiment couvert au monde. 4 étages, près d'1,5 mile de long, environ 18 hectares de superficie. 18 hectares. Imagine, à l'intérieur, un labyrinthe de milliers de cellules de diffusion et de centaines de kilomètres de tuyaux. Et tout ça pour obtenir quelques kilogrammes du bon isotope. Retiens ce chiffre. Pour assembler une seule bombe atomique de type Little Boy, il a fallu 64 kg d'uranium hautement enrichi. Et pour l'obtenir, tout un pays a travaillé pendant plusieurs années. Maintenant, la partie la plus intéressante. Que se passe-t-il une fois qu'on a cet uranium 235? Imagine la scène. On a un noyau d'uranium 235 et un neutron qui se dirige vers lui. Que va-t-il se passer? Le neutron percute le noyau. Comme il est neutre, la répulsion ne l'affecte pas. Il n'a pas de charge. Il traverse tranquillement le nuage d'électrons et fusionne avec le noyau. L'espace d'un instant, on obtient de l'uranium 236, le même, mais alourdi d'un neutron. Et cet uranium 236 se sent comme quelqu'un qui a trop mangé à un mariage. Tu connais cette sensation, troisième part de gâteau, et tu te dis « c'est trop, je vais exploser ». Voilà, le noyau se met à vibrer, à s'étirer, comme une goutte d'eau au bout d'un fil. Et au bout d'un 100 millionième de seconde, il se brise. Pas en 1000 morceaux comme du verre, mais en 2 gros fragments à peu près égaux. Par exemple, un noyau de baryum et un noyau de krypton. Et avec ça, attention, 2 ou 3 nouveaux neutrons s'échappent. Et autre chose s'échappe aussi, de l'énergie. Une quantité colossale d'énergie. D'où vient-elle? Il faut se rappeler l'équation la plus célèbre de l'histoire de la physique. E égale mc au carré. Celle d'Einstein. Cette équation dit quelque chose de vertigineux. La masse et l'énergie sont, au fond, la même chose. La masse, c'est de l'énergie figée. Et si tu parviens à convertir ne serait-ce qu'une infime masse en énergie, tu obtiens une quantité d'énergie phénoménale. Parce que c'est dans la formule, c'est la vitesse de la lumière, 300 millions de mètres par seconde. Et ce nombre est élevé au carré, ce qui donne un multiplicateur absolument gigantesque. 1 gramme de matière, tu entends? Un seul gramme, moins qu'une petite pièce de monnaie, contient autant d'énergie que la combustion de 3000 tonnes de charbon. 3000 tonnes. Alors voilà ce qui se passe. Quand un noyau d'uranium se fissionne, les fragments résultants pèsent légèrement moins que le noyau d'origine plus le neutron. À peine moins, environ 1/5 de pourcent. Cette différence se convertit en énergie selon la formule d'Einstein et elle jaillit vers l'extérieur sous forme d'énergie cinétique des fragments, de rayonnement gamma et de ces fameux nouveaux neutrons. Et c'est là, attention, le moment crucial. Ces 2 ou 3 neutrons qui s'échappent filent à bonne vitesse, et chacun peut percuter un noyau voisin d'uranium 235, provoquer une nouvelle fission, qui libère d'autres neutrons.
et encore d'autres, et d'autres encore. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Laisse-moi t'expliquer ça avec une analogie. Elle est vraiment bonne. Je l'ai vue dans un vieux manuel, et depuis, elle ne m'a plus quitté. Imagine une grande salle, plus grande qu'un gymnase scolaire. Tout le sol est recouvert de tapettes à souris, des milliers, serrées les unes contre les autres. Et sur chaque tapette, 2 balles de ping-pong. Tu entres dans cette salle et tu lances une seule balle. Que se passe-t-il? La balle tombe sur une tapette, clac! Elle se déclenche et projette ces 2 balles en l'air. Ces 2 balles tombent sur 2 tapettes voisines. Clac, clac! 4 balles en l'air. Elles tombent sur 4 tapettes. 8 balles. Puis 16, 32, 64. En quelques secondes, c'est le chaos total. Toutes les tapettes se sont déclenchées. Les balles volent dans tous les sens. Ça fait un vacarme infernal. Et tu claques la porte en panique. Voilà ce qu'est une réaction en chaîne. Sauf que dans le cas de l'uranium, tout ne dure pas des secondes, mais des millionièmes de secondes. Et au lieu d'un simple vacarme inoffensif, il se libère assez d'énergie pour réduire une métropole en cendres. Mais il y a une condition importante. Pour que la réaction en chaîne se déclenche, il faut quelque chose qu'on appelle la masse critique. Si tu as un petit morceau d'uranium, disons un cube de la taille d'un sucre, les neutrons libérés lors de la fission s'échappent simplement dans l'air. Le morceau est trop petit, le bord est trop proche. La réaction en chaîne ne s'amorce pas. L'uranium reste là, émet un peu de rayonnement, c'est tout. Mais si le morceau est suffisamment grand, les neutrons ne peuvent pas atteindre le bord avant de percuter un autre noyau. Ils heurtent de nouveaux noyaux, provoquent de nouvelles fissions, libèrent de nouveaux neutrons, et toute cette avalanche s'emballe en quelques microsecondes. Le seuil à partir duquel ça fonctionne, c'est la masse critique. Pour de l'uranium 235 pur, c'est environ 52 kg en forme de sphère. Pour du plutonium 239, c'est bien moins, autour de 10 kg. Si tu parviens à réunir cette quantité de matière fissile en un seul endroit, tu as une bombe entre les mains. Et c'est là que surgit la question d'ingénierie principale, la plus délicate, celle sur laquelle les physiciens se sont penchés pendant des années. Si ce dispositif explose dès que la masse critique est atteinte, comment diable le stocker, le transporter, l'amener jusqu'à sa cible? Il exploserait dans les mains? Bonne question. Et la réponse, c'est du génie d'ingénierie. Je t'explique. L'idée est d'une simplicité brillante. Si le dispositif s'active quand il y a trop de matière fissile au même endroit, il suffit de la conserver en morceaux séparés. Chaque morceau en dessous de la masse critique, inoffensif. Et au moment voulu, on les assemble rapidement en une seule sphère. De cette idée sont nées 2 configurations classiques. La première, le canon. Le principe le plus simple, presque un jouet comparé aux armes modernes. À l'intérieur du corps du dispositif, on place un tube d'artillerie ordinaire. D'un côté, un morceau d'uranium en forme de projectile. De l'autre, un morceau d'uranium en forme de cible. Chacun, seul, est inférieur à la masse critique. Mais réunis, ils la dépassent. Au moment voulu, une charge de poudre ordinaire, comme dans un canon, propulse le premier morceau dans le tube, qui vient s'emboîter dans le second. Les morceaux fusionnent, la masse critique est atteinte. Un neutron errant suffit alors, et c'est parti. Réaction en chaîne en quelques millionièmes de seconde, des billions de fissions et l'explosion. C'est ce schéma qui a été utilisé pour Little Boy, la bombe larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. 64 kg d'uranium enrichi à 80%. La conception était si simple et si fiable qu'on ne l'a même pas testé au préalable. On l'a juste assemblé et largué. Les scientifiques étaient sûrs que ça marcherait. Et ça a marché. Mais le canon a un problème. Il ne fonctionne qu'avec l'uranium, pas avec le plutonium. Le plutonium réagit trop vite. Avant que les morceaux n'aient le temps de se rejoindre, la réaction en chaîne démarre prématurément. Le dispositif grésille, mais n'explose pas vraiment. Les chercheurs appellent ça le pré-tamponnage, un peu comme un feu d'artifice mouillé. Beaucoup de bruit, peu d'effet. C'est pourquoi on a inventé la deuxième configuration, bien plus ingénieuse, l'implosion. Imagine une sphère creuse de plutonium. À elle seule, elle est inférieure à la masse critique, parce que sa densité est insuffisante. Les atomes sont trop espacés, les neutrons s'échappent facilement. Mais si on comprime brusquement cette sphère de toutes parts simultanément, la densité augmente. Les neutrons percutent plus souvent des noyaux, et à un certain point, on atteint un état supercritique, sans ajouter de matière, simplement en rapprochant les atomes. L'idée est claire. Mais comment comprimer une sphère uniformément de tous côtés?
C'est un défi redoutable. Les scientifiques ont trouvé une solution brillante. Autour du noyau de plutonium, on dispose des dizaines de blocs d'explosifs conventionnels de forme spéciale, appelés lentilles explosives. Chaque bloc focalise l'onde de choc comme une lentille optique focalise la lumière. Tous ces blocs sont mis à feu simultanément, avec une précision au millionième de seconde. Les ondes de choc convergeant de toutes parts compriment le noyau de plutonium en une sphère parfaitement homogène et dense. C'était un défi d'ingénierie fou. La moindre asymétrie, et au lieu d'une explosion, on obtiendrait un nuage de poussière radioactive. Pour que ça fonctionne, les ingénieurs ont dû concevoir des détonateurs synchronisés à la microseconde près. En 1945, ça n'existait pas. Il a fallu tout inventer de zéro, sous pression, avec des moyens limités. C'est selon ce principe qu'a été fabriqué Fat Man, largué sur Nagasaki. Et c'est ce schéma qui est devenu la base de toutes les armes nucléaires modernes. Toutes les ogives actuelles descendent de Fat Man, pas de Little Boy. Maintenant, un détail que peu de gens connaissent, et qui mérite qu'on aille jusqu'ici. Supposons que tu aies assemblé la masse critique. Les morceaux ont été comprimés, la densité a bondi, la réaction en chaîne doit démarrer. Mais qui déclenche la toute première réaction? D'où vient le premier neutron qui va lancer l'avalanche? On pourrait attendre qu'un noyau se désintègre spontanément. L'uranium et le plutonium sont légèrement radioactifs. Ces désintégrations arrivent. Mais spontanément, ça peut prendre des secondes, voire des millisecondes. Or, le noyau comprimé ne reste dans cet état que durant un cent millionième de seconde. Si on rate cette fenêtre infime, la réaction n'a pas le temps de s'emballer. Le dispositif rate son tir au lieu d'exploser. C'est pourquoi chaque bombe contient un élément spécial appelé initiateur, ou, comme l'ont surnommé les concepteurs de Los Alamos, le hérisson. De quoi s'agit-il? D'une petite sphère de la taille d'une noix, placée au cœur même du noyau de plutonium. À l'intérieur, deux métaux séparés par une fine cloison. Quand l'onde de choc comprime le dispositif, la cloison est écrasée, les métaux se mélangent, et il en jaillit des neutrons, des dizaines de millions de neutrons, au bon moment. C'est comme le coup de pistolet au départ d'une course. Sans le hérisson, ça peut ne pas fonctionner correctement. Avec lui, c'est précisément à la bonne microseconde. Et encore une astuce, autour de la matière fissile, on place ce qu'on appelle un réflecteur. Dans Little Boy, c'était du carbure de tungstène. Dans Fat Man, de l'uranium-238. Cette couche ne participe pas à la réaction, mais renvoie vers l'intérieur les neutrons qui tentent de s'échapper, comme les bandes d'un billard qui renvoient les billes en jeu. Grâce à ça, la masse critique est réduite de 2 à 3 fois. Moins de matière, un dispositif plus compact, plus facile à transporter. C'est dans tous ces détails, l'initiateur, le réflecteur, la forme des lentilles explosives, la précision de la synchronisation, que réside la différence entre ce qui fonctionne et ce qui fait seulement du bruit. C'est pour ça que, malgré un principe connu de tout lycéen, seuls quelques pays au monde sont capables de fabriquer de tels engins. Le diable est dans les détails. Et dans ces détails, des milliards de dollars et des décennies de travail. Bon, on a décortiqué la bombe atomique ordinaire, celle qui fonctionne par fission de noyaux lourds. C'est déjà impressionnant. Mais dans les années 50, quelque chose d'encore bien plus redoutable est apparu, la bombe à hydrogène, ou bombe thermonucléaire. Son principe est exactement inverse. Dans une bombe ordinaire, des noyaux lourds se fragmentent. Dans une bombe à hydrogène, au contraire, des noyaux légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds. Ce processus s'appelle la fusion thermonucléaire, celui-là même qui a lieu au cœur du Soleil et des autres étoiles. Attends, vas-tu dire. Si une bombe ordinaire libère de l'énergie parce que des noyaux se divisent, pourquoi le processus inverse en libère aussi? C'est absurde, non? Excellente question. J'ai moi-même buté dessus un moment, et la réponse ramène encore à la masse. Imagine un graphique. En abscisse, le nombre de particules dans un noyau, de 1 à plus de 200. En ordonnée, la stabilité du noyau, à quel point protons et neutrons y sont liés solidement. Ce graphique ressemble à une courbe avec un minimum au milieu, autour du fer. Les noyaux les plus stables sont ceux du fer et de ses voisins. Aux extrémités, les hydrogènes légers d'un côté, les uraniums lourds de l'autre, les noyaux sont bien moins stables. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Que tout mouvement vers le fer libère de l'énergie. Si tu fissionnes de l'uranium lourd en fragments plus petits, tu te rapproches du fer. Si tu fusionnes de l'hydrogène léger en hélium, tu te rapproches du fer aussi. Dans les deux cas, les noyaux deviennent plus stables. La différence de masse se convertit en énergie. Autrement dit, fission et fusion
libèrent toutes deux de l'énergie, parce que toutes deux vont dans le sens de noyaux plus stables, simplement depuis des côtés opposés. Mais le problème de la fusion thermonucléaire, c'est que pour faire fusionner deux noyaux d'hydrogène, il faut les rapprocher suffisamment pour surmonter la répulsion électrostatique. Ils sont tous les deux chargés positivement. Ils se repoussent comme deux aimants de même pôle. Pour les coller ensemble, il faut des températures extrêmes, des dizaines de millions de degrés, et des pressions gigantesques. Seulement alors les noyaux auront assez d'énergie pour franchir la barrière électrostatique et fusionner. Où trouver de telles conditions? Dans la nature, elles n'existent qu'en un seul endroit, dans les profondeurs des étoiles. Sur Terre, ça n'arrivait tout simplement pas. Jusqu'au jour où quelqu'un a eu cette idée géniale et terrifiante. Et si on utilisait une bombe atomique ordinaire comme allumette? Elle libère tellement d'énergie qu'elle crée brièvement une sorte de mini-soleil avec des millions de degrés et une pression inimaginable. Dans cet instant, des isotopes lourds de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, placés à côté, commenceraient à fusionner et ajouteraient à l'explosion des centaines de fois plus d'énergie encore. Voilà ce qu'est la bombe à hydrogène. Elle fonctionne en deux étapes. La première étape, la bombe atomique ordinaire, est l'allumette. La seconde étape, le conteneur de combustible thermonucléaire, est ce que cette allumette enflamme. Quand la première étape se déclenche, son rayonnement crée le temps d'un instant les conditions du cœur d'une étoile, et la fusion thermonucléaire commence. L'énergie libérée est des dizaines, des centaines, parfois des milliers de fois supérieure à celle d'une bombe atomique ordinaire. La bombe la plus puissante de l'histoire, la Tsar Bomba soviétique, testée le 30 octobre 1961 au-dessus de la Nouvelle-Zambie. Puissance officielle, 50 mégatonnes en équivalent TNT, soit environ 3300 fois Hiroshima. Le champignon s'est élevé à plus de 60 km d'altitude, au-dessus de la stratosphère. L'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre. 3 fois. Le flash aveuglant était visible à 1000 km. Initialement, le projet était encore plus puissant, 100 mégatonnes. Mais les concepteurs ont eu peur de leur propre création, ont réduit la puissance de moitié en remplaçant le réflecteur en uranium par un réflecteur en plomb. Et ils ont quand même obtenu l'arme la plus puissante jamais testée par l'humanité. Un fait qui m'a donné des frissons à l'époque. Andrei Sakharov, l'un des créateurs de la bombe à hydrogène soviétique, a été horrifié par ce qu'il avait fait après son test. Il est devenu le plus célèbre défenseur des droits de l'homme en URSS, militant contre les essais nucléaires. Et c'est pourtant lui dont les calculs théoriques avaient rendu possible l'explosion de la Tsar Bomba. Un homme qui avait créé un monstre et qui a passé le reste de sa vie à essayer de le mettre en cage. La partie théorique est terminée. Voyons maintenant ce qui se passe concrètement si, Dieu nous en préserve, une bombe nucléaire explose. Je vais décomposer ça image par image, comme au ralenti, même si en réalité tout dure des millionièmes de seconde. Image 1, 0. La charge d'implosion se déclenche. Le noyau de plutonium se comprime. Le hérisson libère les premiers neutrons. La réaction en chaîne démarre. Image 2. Une demi-microseconde s'est écoulée. En ce temps, environ 80 générations de fission ont eu lieu. Un neutron initial a engendré des quadrillions de nouveaux. La température à l'intérieur atteint des dizaines de millions de degrés, plus qu'au centre du Soleil. La pression, des millions d'atmosphères. Une boule de plasma de la taille d'une balle de golf, plus chaude que la surface de n'importe quelle étoile, s'est formée. Image 3. Quelques microsecondes, le corps du dispositif se vaporise. Le plasma s'étend à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Apparaît alors cette sphère lumineuse, éblouissante, la boule de feu. Elle commence à gonfler comme un ballon gonflé par une main invisible, jusqu'à atteindre la taille d'un terrain. Image 4. Un dixième de seconde s'est écoulé. La boule de feu a atteint son diamètre maximal. Pour une bombe de la puissance d'Hiroshima, environ 300 mètres. À l'intérieur, plusieurs milliers de degrés. À l'extérieur, un mur d'air comprimé à la densité de la pierre qui se propage depuis l'épicentre comme une immense vague circulaire. Image 5. Une seconde s'est écoulée. L'onde de choc se déplace à plusieurs fois la vitesse du son. À 1 kilomètre de l'épicentre, elle rase les immeubles en briques comme des châteaux de cartes. À 2 kilomètres, elle démantèle les structures en bois, arrache les toits. Les vitres explosent à des dizaines de kilomètres. En parallèle, le rayonnement thermique. À 1,5 km, il cause de graves brûlures en une fraction de seconde. Les arbres s'enflamment comme des allumettes. L'asphalte fond.
Et en parallèle, le rayonnement ionisant, invisible et imperceptible, traverse les corps, détruisant les cellules. Ceux qui en reçoivent une forte dose mourront en jours ou en semaines de la maladie des rayons. Et ensuite viennent des images qui durent non plus des millisecondes, mais des minutes et des heures. L'air chauffé monte, l'air frais s'y engouffre, entraînant avec lui poussière, débris et produits de fission radioactifs. C'est ainsi que se forme le célèbre champignon nucléaire, d'abord le pied, puis le chapeau qui se dilate dans la stratosphère. Ces particules radioactives retombent ensuite longtemps sur le sol, parfois à des centaines ou des milliers de kilomètres du point d'impact. C'est ce qu'on appelle les retombées radioactives. Certains des isotopes ainsi formés, le strontium 90, le césium 137, ont une demi-vie d'environ 30 ans. La Terre continue de rayonner pendant des décennies. À Hiroshima et Nagasaki, entre 140 000 et 200 000 personnes ont péri, selon les estimations. La plupart dans les premières heures, sous l'effet de l'onde de choc et de la chaleur. Des dizaines de milliers dans les mois et années suivants, des suites de la maladie des rayons et de cancer. Ce sont des chiffres terribles. Je les cite exprès pour que toute cette belle physique dont on vient de parler ne reste pas une abstraction. Cette physique a des conséquences humaines très lourdes. Bon, soufflons un peu. Ces chiffres me serrent le cœur à moi aussi. Alors parlons de quelques mythes qui circulent dans la culture populaire. Certains sont vraiment du niveau du voisin qui raconte des histoires au jardin. Mythe 1. Après une explosion nucléaire, la Terre est inhabitable pendant des milliers d'années. Pas tout à fait. La plupart des produits de fission radioactifs ont une demi-vie relativement courte, de quelques heures à quelques années. Les plus dangereux, comme l'iode 131, se désintègrent en quelques jours. Le strontium et le césium, en 30 ans environ chacun. L'uranium et le plutonium vivent des millénaires, mais sont présents en quantité relativement faible dans les retombées. Hiroshima est aujourd'hui une grande ville japonaise prospère, avec plus d'1 million d'habitants. Des arbres poussent, des rivières coulent, des enfants jouent dans les cours d'école. Quelques années après l'explosion, le niveau de radioactivité n'y différait plus de la normale. La ville a été reconstruite et vit normalement. La zone autour de Tchernobyl, c'est une autre histoire. Le réacteur a fondu et continue de rayonner. Mais la raison n'est pas l'explosion en elle-même, c'est le rejet de tonnes de combustible nucléaire. Mécanisme très différent, on en parlera dans un prochain épisode. Mythe 2. Une explosion nucléaire détruit tout dans un rayon de centaines de kilomètres. Non, tout dépend de la puissance. Une bombe de la classe d'Hiroshima cause des destructions critiques dans un rayon d'environ 1 à 2 km, des dommages sérieux jusqu'à 5 km. À 10 à 15 km, vitres brisées, brûlures superficielles, mais les gens survivent en grande partie. Les ogives stratégiques modernes sont plus puissantes, mais même elles ne détruisent totalement qu'une zone de quelques dizaines de kilomètres. Ce ne sont pas des centaines. Évidemment, si l'on parle d'un échange massif avec des milliers de charges, là c'est une autre échelle. Mais c'est 1000 explosions, pas une seule. Mythe 3. On peut fabriquer une arme nucléaire dans un garage en trouvant une notice sur Internet. Absolument non. La théorie, oui, elle est accessible. Je viens de te l'expliquer dans ces grandes lignes. Mais la pratique? Pour obtenir 1 kg d'uranium 235 enrichi, il faut des milliers de centrifugeuses qui tournent pendant des années. Pour produire du plutonium, il faut un réacteur et une usine de retraitement. Pour concevoir un système d'implosion, il faut des supercalculateurs et une équipe des meilleurs physiciens. Pour synchroniser le tout à la microseconde, il faut des instruments de précision extrême. En bref, une arme nucléaire, ce n'est pas l'œuvre d'un génie solitaire dans sa cave. C'est un pays entier qui travaille pendant des décennies. C'est pourquoi, 80 ans après, il n'y a toujours que 9 pays à en posséder. 9 en 80 ans, alors que les candidats étaient bien plus nombreux. Mythe 4. On peut se protéger d'une explosion nucléaire en se cachant sous une table. Dans mon enfance, je regardais de vieux dessins animés américains qui apprenaient aux enfants à se baisser et se couvrir. Et je me disais, mais vraiment, quelle table va te protéger d'une bombe atomique? Il s'avère que, en partie, ça peut servir. Si tu es suffisamment loin de l'épicentre pour survivre du tout, alors oui, se coucher et se protéger la tête augmente réellement les chances. La principale menace à grande distance, c'est les débris qui volent et les éclats de verre. Un bureau ou une table peut réellement protéger la tête d'une pluie de verre. Mais si tu es à l'épicentre, aucune table ne t'aidera. Mythe 5. L'impulsion électromagnétique d'une explosion nucléaire détruira toute l'électronique du pays. C'est en partie vrai, mais très exagéré au cinéma. L'impulsion électromagnétique est un phénomène réel.
Le rayonnement gamma de l'explosion arrache des électrons aux molécules d'air. Ces électrons sont accélérés par le champ magnétique terrestre, créant une impulsion puissante. Elle peut effectivement griller de l'électronique, mais l'effet dépend fortement de l'altitude de l'explosion, de sa puissance et de la distance. Les équipements militaires modernes blindés, avions, systèmes de communication militaire, y résistent. Les réseaux civils non protégés, oui, pourraient souffrir. Et tiens, un fait qui t'étonnera. Je l'ai entendu pour la première fois et je n'y croyais pas, j'ai vérifié. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, dans tes os et dans l'air autour de toi, il y a des atomes de strontium et d'autres isotopes qui viennent des essais nucléaires des années 50 et 60. À cette époque, l'URSS et les États-Unis ont fait exploser plus de 500 bombes nucléaires dans l'atmosphère. Les isotopes radioactifs se sont répandus sur toute la planète, se sont infiltrés dans l'eau, dans le sol, dans les plantes, dans les vaches, dans le lait, et par la nourriture, dans chaque être humain sur Terre. Y compris toi, y compris moi. Les quantités sont infimes, inoffensives, mais elles sont là. L'empreinte radioactive de la guerre froide est littéralement en chacun de nous. Réfléchis à ça. Quand tu croques une pomme, tu avales un peu de guerre froide. Et cela a créé, soit dit en passant, un problème d'ingénierie assez singulier. Les instruments sensibles, les compteurs Geiger ou les détecteurs pour les télescopes spatiaux ne peuvent pas être fabriqués avec de l'acier ordinaire moderne. Lors de la production de l'acier, on utilise de l'air atmosphérique, et depuis les essais nucléaires, cet air contient du cobalt-60, un sous-produit des explosions. Ce cobalt s'intègre à l'acier et lui confère une signature radioactive faible, mais détectable par les instruments ultrasensibles. C'est pourquoi les scientifiques utilisent de l'acier dit à bas bruit de fond, fondu avant 1945. Où le trouver en quantité? C'est là que l'histoire devient vraiment folle. On le remonte du fond de la mer. La source la plus connue, la flotte allemande sabordée par ses propres équipages dans la rade écossaise de Scapa Flow en 1919, après la Première Guerre mondiale. Une cinquantaine de navires gisent là depuis plus d'un siècle. On en remonte des morceaux, et cet acier blindé sert à fabriquer les instruments scientifiques les plus sensibles au monde. Autrement dit, le souvenir de l'ère nucléaire est si présent que, pour l'éviter, on doit littéralement démonter des navires coulés il y a plus de 100 ans. Une histoire incroyable, non? Et encore une chose, avant de conclure. Quelque chose de saisissant. Dans toute l'histoire de l'humanité, les armes nucléaires n'ont été utilisées à des fins militaires que 2 fois. Hiroshima et Nagasaki, août 1945. Jamais depuis, malgré des dizaines de guerres, de conflits et de crises. C'est à la fois extraordinaire et terrifiant. Extraordinaire parce que ça montre que l'humanité est capable de se retenir, même en tenant entre les mains l'arme la plus destructrice de l'histoire. Terrifiant parce qu'on a frôlé la rupture de cette retenue plusieurs fois. La crise des missiles de Cuba en 1962, tout le monde la connaît. Mais le cas de Stanislav Petrov, peu de gens le savent. Le 26 septembre 1983, dans la nuit, un lieutenant-colonel soviétique est de garde au centre d'alerte avancée Serpukhov 15. Le système d'alerte OCO signale soudainement un lancement de missiles américains. D'abord un, puis 4 autres. Selon le protocole, Petrov devait immédiatement alerter la hiérarchie qui aurait déclenché une frappe de représailles. Le début de la Troisième Guerre mondiale. Et cet homme, seul dans la nuit, devait prendre une décision pour toute l'humanité. Il a réfléchi et n'a pas alerté. Il a estimé que c'était un dysfonctionnement du système, une fausse alarme. Et tu sais ce qu'on a découvert ensuite? Que le satellite avait pris des reflets solaires sur des nuages pour des lancements de missiles. Petrov avait raison. Une seule personne, par sa décision, a peut-être sauvé des milliards de vies. À chaque fois, on a eu de la chance, ou cette chance, c'est la sagesse et la prudence humaine. J'aime à croire que c'est la deuxième option. Alors, résumons ce qu'on a appris aujourd'hui. La bombe atomique exploite une propriété fondamentale de la matière. Masse et énergie sont une seule et même chose, et dans la masse se cachent des réserves d'énergie colossales. Le mécanisme concret, la fission de noyaux lourds d'uranium ou de plutonium par bombardement de neutrons. Un neutron frappe un noyau. Le noyau se fracture, libère d'autres neutrons qui fracturent de nouveaux noyaux. En quelques millionièmes de seconde, une avalanche de fission embrase toute la masse critique. Pour que ça fonctionne, il faut réunir en un seul endroit une masse de matière fissile supérieure à la masse critique. On y parvient soit par le schéma du canon, soit par implosion, en comprimant uniformément une sphère avec des explosifs classiques. L'initiateur fournit les premiers neutrons,
Le réflecteur retient ceux qui tentent de s'échapper. La bombe à hydrogène va encore plus loin. Une bombe atomique y sert d'allumette, créant les conditions du cœur d'une étoile. Dans ces conditions, des noyaux légers d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant une énergie encore bien supérieure. La Tsar Bomba était plus de 3000 fois plus puissante qu'Hiroshima. Mais derrière toute cette belle physique se trouvent des histoires humaines terribles. Et la leçon principale de l'ère nucléaire est peut-être celle-ci. Le savoir est en lui-même neutre. Les mêmes processus qui animent les étoiles et pourraient nous donner une énergie quasi illimitée grâce aux centrales nucléaires et aux réacteurs à fusion, peuvent aussi raser des villes. La différence n'est pas dans la physique, elle est dans nos choix. Quand Robert Oppenheimer, directeur scientifique du programme nucléaire américain, a vu la première explosion d'essai le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, il a, selon ses propres mots, pensé à un verset de l'antique texte sacré indien, la Bhagavad Gita. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Il se tenait dans le désert, regardait l'immense champignon au-dessus du polygone et comprenait que son équipe venait de lâcher dans le monde quelque chose que l'humanité ne pourrait jamais entièrement maîtriser. Il avait raison. 80 ans plus tard, 9 pays possèdent au total environ 12 000 ogives nucléaires. Chacune est une Hiroshima potentielle, ou une Hiroshima multipliée par des dizaines ou des centaines. Ce n'est pas seulement une arme, c'est une toile de fond permanente de notre civilisation. Une ombre qui ne part jamais. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. La même physique qui a engendré la bombe nous a aussi donné quelque chose de précieux. Les centrales nucléaires, qui fournissent une énergie propre à des millions de personnes sans émission de CO2. La médecine nucléaire, qui traite le cancer. La datation au carbone 14, qui nous permet d'explorer l'histoire. Et peut-être, dans le futur, la fusion thermonucléaire contrôlée. Ce même processus qui, dans la bombe à hydrogène, détruit des villes, pourrait dans un réacteur offrir à l'humanité une source d'énergie pratiquement illimitée. Propre, sûre, durable. La même physique, les mêmes noyaux, le même défaut de masse et la même formule d'Einstein, juste utilisée autrement. Et c'est là, sans doute, le sens profond de la compréhension des sciences. Pas pour faire exploser quoi que ce soit, mais pour comprendre comment le monde est fait et avoir la capacité de choisir. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Le sujet n'était pas simple, mais tu l'as tenu jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. On parlera du fonctionnement d'un réacteur nucléaire, de ce qui le distingue d'une bombe, et pourquoi, quoi qu'on voit dans les films, il ne peut pas exploser comme Hiroshima. Et aussi de la fusion thermonucléaire, qui pourrait peut-être nous sortir de la crise énergétique. Et surtout, écris en commentaire ce qui t'a le plus frappé, quel fait t'a surpris, ce dont tu veux parler la prochaine fois. Je lis vraiment les commentaires, et c'est là que je puise des sujets des prochains épisodes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi il y a encore une heure, disait « Des atomes se divisent, boum, voilà ». Maintenant, tu as de quoi lui expliquer. Merci d'être là aujourd'hui, à très vite, prends soin de toi, et souviens-toi, même les choses les plus terrifiantes font moins peur quand on comprend comment elles fonctionnent.